Place maintenant à un témoignage de l'entreprise Argon Eco intitulé Prédire et prévenir, l'IA au service de la qualité de production. J'ai deux intervenants avec moi. À ma gauche, Greg Kinsey, directeur associé chez Argon Eco. À ma droite, Guilhem Delorme, qui est principal chez Iris by Argon Eco. Eh bien, messieurs, je vous laisse nous montrer votre présentation. Merci, Julien. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'IA au service de la qualité de production. Peut-être juste avant de rentrer dans le sujet, un petit retour sur qui est Argon et qui est Iris. Craig, je te laisse commencer. Merci. Bonjour tout le monde, c'est Levallois-Perret. Argon Eco, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation et la stratégie opérationnelle. Ça, c'est-à-dire on approche les problématiques des clients, le côté métier, et aussi on est de plus en plus impliqué dans la transformation digitale. Nous sommes aujourd'hui 650 personnes autour du monde, dans 14 pays différents. On travaille dans tous les secteurs, aéronautique, automobile, agroalimentaire, luxe, etc., logistique. Et on a l'expertise dans tous les domaines, supply chain, manufacturing, maintenance, etc. Donc je passe pour Guilhem qui va parler un peu encore les activités digitales et un cas d'usage on a fait pour un client. Merci Greg. Donc effectivement, Iris, c'est une équipe au sein du cabinet Argon & Co. On est une trentaine de personnes. L'équipe elle a été fondée il y a 5 ans avec une mission qui est de appliquer les technologies et les outils de la data au service des métiers des opérations. Et donc on porte aujourd'hui 3 offres pour nos clients. La première, c'est réfléchir à la data stratégie. Donc quelle est la valeur que je peux tirer de mes données, quels sont les cas d'usage. Donc aider à cette phase d'idéation véritablement. Ensuite, c'est de développer ces cas d'usage. Donc c'est là que nos data scientists, nos data analysts vont mettre leurs compétences pour résoudre des problèmes en supply chain, en logistique, en manufacturing, dans le domaine des achats, etc. Et puis notre troisième offre, c'est d'aider à déployer, concevoir, déployer les data platforms qui vont supporter ces cas d'usage-là au quotidien et permettre de les mettre en production. Et donc à travers ces offres-là, on aide nos clients à faire parler leurs données de façon à améliorer la performance de leurs opérations. Et donc aujourd'hui, on va vous parler d'un cas d'usage concret qui vise à illustrer comment l'IA peut se mettre au service de l'amélioration de la qualité de production. Donc ce qu'on constate sur le marché, sur le manufacturing en particulier, c'est qu'on a une profusion de données, l'introduction de l'IoT dans l'usine, ainsi que l'interconnexion des niveaux 2 et des niveaux 3, a permis de générer des quantités de données importantes, et pourtant elles ne sont pas toujours exploitées pour en tirer toute la valeur qu'il est possible d'en tirer. Et dans le même temps, si on s'intéresse plus précisément à ce domaine-là du contrôle de la qualité, ce qu'on observe, c'est que souvent, on est sur un contrôle de qualité qui est a posteriori de la production par stratégie d'échantillonnage. Et donc, ce qu'on veut montrer aujourd'hui, c'est qu'il est possible d'aller plus loin et de rentrer dans le monde du prédictif, de comprendre plus finement comment les différents paramètres de production viennent influer sur le niveau de qualité et comment on peut arriver à mieux maîtriser le niveau de qualité du produit fini en sortie du processus. Et donc pour illustrer ça, ce qu'on a prévu, c'est de vous montrer un cas concret, issu d'un des projets qu'Iris a développé et réalisé dans ces dernières années. Donc on va plonger ensemble dans le domaine de la production d'acier. D'où la slide que je vous montre là. Cette slide montre un peu le processus de fabrication de l'acier. C'est un processus qui est en 7 étapes. Donc on a les hauts fourneaux et la coulée continue au départ, suivi d'un laminage à chaud, un décapage, un laminage à froid, un recuit et une galvanisation, pour arriver sur le produit fini, et là il s'agit de bobines d'acier. Donc ces bobines d'acier, elles vont ensuite pouvoir être destinées à différents types de clients, qui ont chacun des niveaux d'exigence de qualité différents. Donc on va retrouver l'automobile qui a les plus forts niveaux d'exigence, à la fois en termes d'aspect de surface et de propriétés mécaniques. Ensuite tout ce qui va être appliance ou produits de grande consommation, donc on pense aux fours, machines à laver, etc. Et puis tout ce qui va être pour la construction. Et donc ces différents clients ont des niveaux d'exigence de qualité qui sont différents. Et donc on comprend à travers ça que la non-qualité du processus de fabrication a des impacts considérables, parce qu'un produit qui ne répondrait pas aux exigences de l'automobile, par exemple, va être déclassé en termes de qualité, et donc aller vers des clients à plus faible marge. Donc pour cet acteur-là en particulier, il est critique de se poser la question de maîtriser à chaque étape le niveau de qualité que je vais avoir en sortie quand je vais sortir mes bobines d'acier. Et donc, pour aider à répondre à cette question,
concrètement, ce que Iris a fait, c'est d'abord essayer de comprendre quels sont les facteurs d'influence qui viennent justement avoir un impact sur le niveau de qualité en sortie. Et donc ces facteurs d'influence, on les voit un peu ici sur cette page. On va avoir tout ce qui est propre à la composition chimique de l'acier, donc sa teneur en chrome, sa teneur en manganèse, etc., qui vont avoir des impacts sur le niveau de qualité. Et puis, on va avoir toute la famille des paramètres des machines de production. Donc les températures, par exemple, on voit 2 exemples sur cette slide-là, la température du bobineur, du finisseur. Les températures des machines ont un impact considérable sur le niveau de qualité. Et ce niveau de qualité, dans ce cas précis, il est mesurable, il est quantifiable. On parlait juste avant des propriétés mécaniques, et on les voit juste en bas de la slide ici, on en voit 2 exemples, la RM et la RE. Donc RM, la limite d'élasticité, et RE, c'est la longueur d'élongation à la rupture. Donc c'est 2 métriques quantifiables de ce niveau de qualité en sortie. Donc à travers cette page, on voit en fait un peu toute la démarche de compréhension qu'on a pu mettre en place, qui est de partir de ces facteurs d'influence, composition chimique et paramètres machine, et de comprendre comment ils viennent influencer ensuite le niveau de qualité mesurable et quantifiable des produits finis qui sont les bobines. Et donc, une fois qu'on a pu comprendre ça, ce qu'on peut faire, c'est maintenant entraîner un modèle. Entraîner un modèle de machine learning qui va prendre tous ces facteurs d'influence et essayer de prédire cette valeur de sortie, cette valeur de propriété mécanique. Et ce modèle-là, donc on peut se dire, une fois qu'on l'a à disposition, on va pouvoir prendre des décisions avec. Donc très concrètement, le but, ça va être de le mettre à disposition d'un opérateur sur ligne qui va pouvoir mesurer en live les différents paramètres machines et donc prédire le niveau de qualité à plusieurs étapes du processus plus tard et permettre à l'opérateur ainsi de réagir. Donc de dire, je vais pouvoir corriger les paramètres de ma machine sur l'étape qui est en train de se passer ou dans des étapes ultérieures afin de redresser le tir, le cas échéant, et d'éviter la non-qualité en sortie du processus. Pour vous donner quelques exemples et quelques illustrations un peu de ce modèle-là et de comment il fonctionne et quelle pertinence il peut avoir, on voit ici sur la partie gauche de la slide le niveau de fiabilité qu'on a pu obtenir avec ce modèle-là. Donc c'est un modèle qui est fiable, hein, on mesure l'écart entre la valeur prédite et la valeur mesurée sur chacune des dimensions de la qualité. Je parlais avant de la limite d'élasticité par exemple. Donc c'est ce qu'on voit en haut à gauche de la slide ici, c'est ces écarts à la valeur réelle. Et puis ce qu'on voit aussi à travers cette approche machine learning, c'est que non seulement on a une meilleure fiabilité, mais on a aussi une meilleure précision. On va avoir des dispersions plus faibles, des écarts plus faibles avec cette méthode-là qu'avec des approches statistiques traditionnelles, ce qui conduit le modèle à faire moins d'erreurs grossières, on va dire. Donc on voit un resserrement globalement des valeurs. Donc une meilleure fiabilité, une meilleure précision de l'approche machine learning par rapport à des approches de type statistique. Et ce qui est important de noter, c'est que ces modèles-là qu'on entraîne, nous on fait le choix souvent d'utiliser des modèles de type d'arbre de décision. Voilà, donc pour l'audience qui est plutôt côté data science, on va utiliser des algorithmes de type XGBoost, Random Forest, donc des arbres de décision qui ont un intérêt, c'est qu'ils sont explicables. Ils sont explicables, on sait dire quelles sont les features, quelles sont les variables d'entrée qui ont eu le plus gros impact dans la prédiction de sortie. Et c'est ce qu'on voit en haut à droite de cette page. On voit que la teneur en manganèse, que la température du bobineur sont 2 variables qui ont des fortes influences sur cette limite d'élasticité à la sortie du modèle. Donc voilà, c'est vraiment des modèles qui sont white box, qui sont explicables, où on sait comprendre quels sont les paramètres qui ont de l'influence. Et ce qui est intéressant, c'est que comprendre ces facteurs d'influence, ça fait que ce type de modèle, on peut aussi un petit peu retourner l'équation et se dire, si je fais varier un paramètre d'entrée, comment est-ce que ma sortie va évoluer? Donc si je fais varier ce qu'on voit en bas à droite de la slide, si je fais varier ma teneur en manganèse, comment varie ma limite d'élasticité? Et donc on peut être amené, avec le même modèle, à donner des recommandations sur la composition chimique d'un acier ou sur les paramètres machines qu'il va falloir mettre en place pour atteindre un certain niveau de propriété mécanique à la sortie. Donc on voit que le même modèle peut avoir plusieurs usages grâce à cette approche-là. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ce type d'approche, ça a pris à peu près 2 mois entre le moment où on a lancé le projet et le moment où on avait ce modèle-là entraîné, testé sur les données concrètes.
Il a fallu à peu près 100 gigas de données de capteurs sur les machines pour arriver à entraîner le modèle et à obtenir ce niveau de précision. Et c'est des modèles qui sont complètement open source. Donc on repart de composants open source, d'algorithmes open source, ce qui fait qu'ils sont déployables facilement dans toute data platform moderne, cloud ou non, qui permettent donc de faire tourner ce modèle ensuite à l'échelle. Donc voilà un peu pour l'ordre d'idée aussi de comment s'organise ce type de projet. Évidemment, après ces 2 mois-là, une fois qu'on a prouvé la valeur, tout l'enjeu, il est dans la capacité à implémenter ce modèle-là en bord de ligne, connecté en live aux différents paramètres machines pour permettre cette prise de décision par les opérateurs. Donc voilà, ce que je vous propose à présent, c'est de passer la main à Greg pour nous faire une prise de recul par rapport à ce projet-là et donner quelques retours d'expérience sur les leçons qu'on peut en retenir pour implémenter ce type de projet. Merci, Guilhem. Donc, selon notre expérience avec plusieurs clients et plusieurs projets, il y a 3 leçons très importantes à retenir. Tout d'abord, la première, c'est d'avoir la clarité de but de ce projet et de focaliser sur le problème. Et je suis étonné parce que souvent, il y a des projets où l'équipe est un peu perdue dans la technologie et l'objectif n'est pas clair, le résultat visé n'est pas toujours clair ou ça bouge, ça change pendant le projet. Donc, restez avec la clarité, le but, la clarité, les raisons de faire le projet et le résultat visé. Donc, deuxièmement, c'est de pratiquer la méthodologie agile. Et ça, c'est-à-dire focaliser sur le problème, n'est pas sur une solution prédéfinie. Avec Agile, on fait la succession d'expérimentation. On parlait beaucoup avec les opérateurs, les utilisateurs, le profil des gens qui vont utiliser les solutions pour avoir le feedback en continu des fonctionnalités nécessaires, les features, la façon de faire l'écran, le user interface, tous les trucs comme ça, et créer un minimum viable product, ça c'est-à-dire une solution qui marche et qui focalisait sur la résolution des problèmes, et après ça, continuer de développer les features. Donc, ça c'est une approche complètement différente des projets IT classiques. Et votre service IT n'a pas d'habitude normalement de travailler en façon agile. Troisième, enfin, c'est l'implication des personnes qui vont utiliser les solutions dans une usine, dans un dépôt de supply chain, etc. Donc, c'est les personnes qui ont les idées, qui sont les utilisateurs, qui comprennent le processus et qui garantissent le succès de ce projet dans les opérations. Donc, n'oubliez pas d'intégrer les utilisateurs dans ce projet. Donc, ça c'est tout et je pense maintenant il est temps pour les questions, si vous avez des questions. Oui, tout à fait, on a quelques questions. La première, c'est comment on embarque les parties prenantes qui découvrent ce nouveau modèle de prédiction, en fait Oui, c'est effectivement une très bonne question, parce qu'il ne faut pas négliger le côté humain, effectivement, dans ce type de projet. Ce que je pense, c'est qu'il est important aussi de considérer d'où on part et qui sont les populations auxquelles on s'adresse. Dans le cas précis que j'ai présenté aujourd'hui, les destinataires de cette solution, c'est des opérateurs de ligne et c'est des personnes qui sont aussi en charge du contrôle qualité. Donc c'est des populations qui connaissent très bien leurs machines, les procédés, qui connaissent aussi très bien le contrôle statistique et les notions de contrôle statistique, voilà, médiane, écart type, écart à la moyenne, etc. Et donc, ça vaut le coup de passer un peu de temps pour expliquer le fonctionnement de ces modèles de machine learning. Lever un peu le voile, c'est pas de la magie, effectivement, ça obéit à des principes statistiques à la base, d'autant plus dans le type de modèle dont je parlais, d'arbre de décision, il y a des principes statistiques qui sont derrière, et donc on peut très bien passer du temps à expliquer comment ça fonctionne, voilà, très concrètement. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Après, il est aussi important, comme le disait Greg, de vraiment mettre en place une démarche de co-conception avec ses futurs utilisateurs et de faire en sorte que dès le jour 1 du projet, il soit embarqué dans la définition du problème lui-même. Voilà, bien poser le problème, c'est toujours le point de départ pour un bon ingénieur. Bien poser le problème avec les futurs utilisateurs et puis co-concevoir cette solution pour qu'elle réponde pleinement à leurs besoins.
Ça, c'est vrai pour tout ce qui est de la phase proof of value, on va dire. Et puis, évidemment, quand on passe à un déploiement à plus grande échelle, il faut adapter un peu ces moyens-là. On ne peut pas refaire la même chose avec toutes les populations. Et donc, concevoir un plan de déploiement adapté, de formation, de coaching, d'embarquement par ses premiers utilisateurs, justement, c'est également un enjeu clé pour arriver à passer à l'échelle et à passer la marche du POC ou du proof of value. Justement, quelle est la maturité de ces technologies aujourd'hui dans le secteur industriel en France? Est-ce qu'on en est encore principalement au POC? Est-ce qu'on a vraiment des déploiements sérieux en production? Bon, il y a beaucoup d'époques qui existaient dans tous les secteurs depuis un bon 10 ans, je pense. Mais en revanche, il y a toujours le travail à faire. Il y a beaucoup de sociétés qui manquent de données dans une usine, dans une logistique, dans le supply chain, etc., qui cherchent d'utiliser mieux les données qui existent et qui n'est pas encore arrivé d'avoir l'analytique en temps réel, en prédictive, etc., et toutes les opportunités qui sont là. Donc, la révolution industrielle commence maintenant et il y a beaucoup de choses à faire, je pense, et tous nos clients sont en train d'investir dans ce sujet. D'accord. Alors peut-être une dernière question, c'est vous évoquiez l'entraînement des données, des modèles ouverts, ça c'est très bien. Comment je m'assure que mes données sont protégées? Si je suis un industriel, j'ai pas forcément envie qu'elles soient envoyées dans le cloud chez les Américains. Bon, il y a peut-être des choses un peu propriétaires. Comment on protège ça? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que chaque industrie après a ses propres niveaux d'exigence en matière de sécurité des données. Et globalement, sur le type d'exemple que j'ai pu présenter là et le type de données qu'on va manipuler, qui sont données de capteurs à nouveau, globalement, le niveau de sécurité que garantissent les prestataires cloud du marché est suffisant pour ce type de données. Après, tous les prestataires cloud aujourd'hui peuvent garantir la localisation géographique des données et donc faire en sorte que physiquement les data centers qui les hébergent ne soient pas en dehors d'un pays donné ou de l'Union européenne pour répondre justement à l'inquiétude que vous soulevez. D'accord, et sur le cas d'usage que vous évoquiez, genre l'inférence après, ça reste dans mon usine? Comment c'est géré juste sur l'opération du modèle lui-même? Oui, tout à fait. Bah, effectivement, le but, ça va être de déployer ce modèle et de faire en sorte qu'il soit mis dans les mains des opérationnels. Donc l'inférence elle-même du modèle, au moment où on va faire la prédiction, elle va appeler souvent une API ou appeler un modèle qui va être déployé sur une instance cloud ou qui peut être aussi déployé en local, on-premise, dans une usine donnée. Donc il y a des choix d'architecture qui sont à faire, qui dépendent de ce niveau de sécurité, de fiabilité, de sécurité, de sécurisation des données, et également du niveau de maintenance qu'on veut mettre derrière la solution. Voilà. L'accessibilité cloud et le fait que c'est déployé facilement a quand même des gros avantages. Et qui permet aussi de maîtriser ses coûts. Oui, je trouve dans la majorité des usines, c'est une architecture hybride, on-prem et aussi sur le cloud. Ouais. Écoutez, merci à tous les deux, on est à court de temps. Donc Argon Eco, merci pour ce cas d'usage. Je vous en prie. Merci.